Merci Éric Clairfont, au nom du Laboratoire de la République. Je félicite ceux qui sont venus, même s'ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont bien raison de venir parce que recevoir Fergan Aziari, dans 10 ans, beaucoup de ceux qui ne sont pas venus regretteront de ne pas être venus ce soir. Je fais le pari que Fergan Aziari sera une des voix importantes du débat intellectuel français dans les années qui viennent. Et généralement, je ne me bourre pas. Alors Fergan Aziari, vous avez 30 ans. Vous êtes un jeune et brillant essayiste, né de parents comoriens. Vous avez récemment publié donc cet essai que j'ai mis sur la table, qui est assez provocateur, je veux dire, qui s'appelle Les écologistes contre la modernité. C'est un pamphlet très bien documenté, très bien argumenté, qui vise un certain nombre de courants de l'écologie. Vous n'êtes pas anti-écologiste, vous n'êtes pas climato-sceptique. Vous visez ceux qui reprochent à la modernité démocratique et libérale, dont vous êtes un défenseur ardent, d'avoir pris un mauvais cheval, d'avoir mal compris les défis qui sont les nôtres et surtout d'y apporter de mauvaises solutions. Au motif qu'elle aurait permis à plusieurs milliards de personnes de sortir de la pauvreté, qu'elle nous a débarrassé de nombreux fléaux qui nous empêchaient de vivre longtemps. Vous êtes un défenseur de la modernité. On va voir jusqu'à quel point vous la défendez. Les fléaux qui raccourcissaient la vie de nos ancêtres, beaucoup d'entre eux ont disparu grâce à la technologie, mais vous faites confiance à la technologie, y compris, et c'est sans doute le plus discutable, pour dans ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution, et bref, la lutte écologique. Vous êtes ce qu'on appelle un représentant de l'écomodernisme. Plus fort encore, vous paraissez miser sur les outils techniques de notre modernité pour lutter donc efficacement contre les pollutions qu'elle entraîne. Je vais vous poser un certain nombre de questions donc pour essayer de résumer, comme on le fait à la radio, c'est mon métier, le livre que nous avons sous les yeux, mais j'espère que beaucoup d'entre vous vont le lire si ce n'est déjà fait, parce qu'ils y trouveront beaucoup d'arguments qui leur permettront de contrer la bêtise ambiante. Mais je vais essayer de procéder surtout, Fergan, en vous posant des questions qui vous obligeront à réagir. Donc, des questions qui pourront passer pour relativement agressives, alors qu'en réalité, je suis d'accord avec la plupart des choses que vous écrivez. Vous écrivez par exemple, la technique est neutre. L'accuser d'avoir dévasté la planète, vous dites, est aussi absurde que de déplorer l'existence des camions au motif que certains s'en servent pour commettre des attentats. Il y a pourtant des penseurs, cher Fergan, qui nous ont expliqué, par exemple Attali, mais aussi beaucoup d'historiens de l'économie, qui nous ont expliqué que l'état de la civilisation dépend de manière directe du type d'énergie qu'on utilise à une époque historique donnée, et que la civilisation du charbon n'est pas la civilisation de la voiture, de l'électricité, et que certaines technologies entraînent systématiquement, surtout quand il s'agit d'énergie, des types de civilisations différentes. Par exemple, que l'électricité a entraîné un lien direct avec la centralisation de l'État, alors que d'autres types d'énergie permettaient plus de décentralisation. Est-ce que vous maintenez vraiment l'idée que la technique est neutre? Et pourquoi le dites-vous? Je ne peux pas aller jusqu'à Jünger qui nous disait que la technique n'était jamais neutre. Il faisait référence à Heidegger, mais ça nous entraînerait trop loin. En quoi la technique est-elle neutre? Et en quoi réfutez-vous la thèse selon laquelle des types d'énergie différents aboutissent nécessairement à des types d'organisations sociales et politiques spécifiques? Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup au laboratoire pour votre invitation à discuter de mon livre sur la question écologique. Je crois que avant de répondre à cette question, je tenais à dire que si en fait j'ai écrit ce livre sur la civilisation prométhéenne, ses avantages et ses inconvénients, c'était d'abord pour dissiper un malentendu sur ce qu'est aujourd'hui l'écologie politique et ce que n'est pas l'écologie politique. C'est-à-dire que quand on interroge le citoyen lambda et qu'on lui demande mais qu'est-ce que l'écologie, cet homme répond l'écologie c'est la pensée qui se préoccupe naturellement de l'environnement. Le problème d'une telle définition, c'est qu'on sous-entend implicitement avec celle-ci que l'humanité aurait attendu la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'émergence des grands mouvements, des grands courants et des grands partis écologistes, pour manifester une préoccupation environnementale.
Alors, quand on fait un tout petit peu d'histoire, on se rend compte en réalité que ces préoccupations environnementales, elles ont toujours existé ici et là, et qu'on n'a pas attendu la deuxième moitié du XXe siècle pour tenter de résoudre un certain nombre de pollutions qui affectaient les sociétés humaines. Par exemple, je parle très brièvement dans ce livre de l'Antiquité romaine, en rappelant, en exhumant des témoignages de personnalités comme Horace, Sénèque, qui déjà à leur époque dénonçaient les pollutions qui défiguraient complètement l'atmosphère de Rome, qui noircissaient les bâtiments, qui défiguraient l'architecture, ce qu'on a tous tendance à oublier, parce que quand on prend les représentations artistiques de l'ère antique, on a toujours des bâtiments d'une blancheur immaculée, ce qui ne correspond pas à la réalité de ces sociétés quand on connaît les sources d'énergie, les modes de production de ces sociétés-là, le bois, notamment, etc. Les huiles qu'on brûlait dans les maisons. Tout à fait. Tout à fait. On oublie ça. Et donc, de même, quand on parcourt le Moyen-Âge, on se rend compte que les villes médiévales elles-mêmes n'étaient pas avares en toutes sortes de législations et de normes environnementales pour contraindre des pollutions polluantes, à adopter des comportements plus restrictifs ou à s'installer à la périphérie des villes pour incommoder le moins de personnes possible. Donc, on voit à travers cet exemple, qui existait d'ailleurs aussi dans le Moyen-Âge islamique, par exemple, donc qui montre que toutes les cultures ont manifesté des préoccupations environnementales. Alors, si on a toujours manifesté ici et là des préoccupations écologiques et environnementales en fonction du type de problème qu'on avait sous les yeux, étant entendu que les problèmes environnementaux prémodernes n'étaient pas les mêmes, évidemment, que les problèmes environnementaux d'aujourd'hui, mais si on a toujours manifesté des préoccupations environnementales ici et là, qu'est-ce qui change avec l'écologie politique? Quelle est finalement la valeur ajoutée, la spécificité, la singularité de l'écologie politique en tant que courant de pensée? Et en fait, là où j'insiste vraiment, c'est qu'on ne comprend pas ce courant de pensée si on ne saisit pas en premier lieu que sa spécificité, que sa singularité réside moins dans une préoccupation environnementale que dans la critique et la dénonciation radicale de la société industrielle. C'est-à-dire que l'écologie politique, avant d'être une préoccupation environnementale, c'est une critique de la civilisation industrielle qui recycle, c'est vraiment le cas de le dire, tous les poncifs rousseauistes contre la modernité. Et j'insiste beaucoup sur la figure de Rousseau, puisque vous savez sans doute, Rousseau, c'est pas n'importe quel philosophe, c'est le philosophe qui qui accède à la notoriété grâce à son premier discours, qui est un véritable réquisitoire contre le progrès des arts, des sciences et des techniques. Alors, juste pour contextualiser la chose, on est au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, siècle qui voue un culte presque caricatural au progrès, et on a l'Académie de Dijon qui pose la question de savoir si le progrès des arts et des sciences contribue à élever la condition humaine. Rousseau répond non à cette question. Et il prend le contre-pied total de son époque. Et finalement, l'écologie, c'est un peu ça. C'est une espèce de rousseauisme appliqué à la question environnementale qui soutient en effet qu'il y aurait une opposition quasi irréductible entre le développement des forces productives matérielles, pour parler comme les marxistes, et la qualité de l'environnement de l'autre côté. Ce qui sous-entend donc implicitement que les sociétés affranchies du matérialisme bourgeois, affranchies du productivisme, entretenaient avec leur environnement une relation plus harmonieuse. Le problème, c'est que quand on regarde les données, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on mourrait beaucoup plus de la pollution de l'air, de l'eau dans les sociétés prémodernes qu'aujourd'hui. Quand vous n'avez pas d'électricité, typiquement, on parlait d'électricité tout à l'heure, vous étiez exposé à des pollutions atmosphériques intérieures que les sociétés développées ne connaissent plus. Quand vous deviez brûler des matières peu recommandables dans des espaces semi-confinés, bois, boue séchée, huile végétale et animale, foin, toutes sortes de choses, vous étiez exposé à des nuisances atmosphériques que les pays riches ne connaissent plus. Et même quand vous n'aviez pas de système industriel sophistiqué pour traiter et acheminer une eau potable, vous étiez exposé à des pollutions et des maladies hydriques, là encore, que les sociétés développées ne connaissent plus. Et pourquoi j'insiste sur ces fléaux prémodernes? C'est parce que quand on regarde une carte du monde, on se rend compte que ces fléaux n'ont pas disparu et que encore aujourd'hui, ce sont les pays faiblement industrialisés, les moins avancés sur le plan technique, les moins productivistes, dirions-nous aujourd'hui, qui sont le plus exposés à ces pollutions, et ce sont dans ces pays-là que les pollutions tuent le plus de monde. Quand on prend les pays en voie de développement, vous aviez rappelé que mes parents sont originaires des Comores. Quand vous prenez les principales causes de mortalité aux Comores, donc pays assez représentatif finalement des pays en voie de développement, donc on a très vite donc la sous-nutrition en top 1, ça c'est normal, mais très vite on a des maladies environnementales du fait de l'absence des technologies
que je viens d'énumérer. Et donc, à travers ces exemples, l'idée est bien de montrer que cette opposition entre environnement et développement qu'on nous vend aussi bien à gauche qu'à droite, parfois aussi de l'échiquier politique. On se souvient de Monsieur Sarkozy quand il disait « Ah, l'écologie, ça suffit ». Sous-entendu, tout ça est un boulet pour l'économie et donc tout ça ce sont des objectifs qui sont un petit peu emmerdants quelque part. Ce qui est vrai, c'est que l'écologie est un produit de luxe, mais c'est parce que c'est un produit de luxe qu'il n'y a pas lieu de l'opposer à l'embourgeoisement du monde, dans la mesure où c'est en fonction de l'enrichissement de l'humanité, c'est à travers l'enrichissement de l'humanité que, des populations accèdent à une véritable conscience écologique qui fait un peu plus défaut quand vous ne pouvez pas boucler les fins de mois. Mais c'est aussi à mesure que les peuples s'enrichissent que ces peuples, développent les moyens d'accéder aux technologies, aux infrastructures qui permettent d'assainir notre monde. Et c'est en cela que j'insiste vraiment sur la neutralité de la technologie pour reprendre votre question, c'est-à-dire que la technique en elle-même, effectivement, ne conditionne pas la nature des régimes politiques, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. C'est aussi ce qu'on peut reprocher à un certain courant un peu naïf issu des Lumières, qui a vu dans le progrès technologique une espèce de garantie suffisante que nous irions vers un monde toujours plus civilisé. De ce point de vue-là, le XXe siècle nous a un peu calmés et nous a montré que même les régimes les plus avancés sur le plan scientifique pouvaient replonger dans la barbarie. De même, le régime communiste chinois est un régime qui est très technophile. Ce n'est pas pour autant, effectivement, qu'il s'achemine. En tout cas, aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas de traces de libéralisation. Peut-être que l'avenir déjouera nos pronostics, mais en tout cas, il n'y a pas en tout cas de lien de cause à effet entre développement technologique et développement moral. Et ça, c'est là où effectivement on peut un petit peu nuancer la technophilie un peu béate issue des Lumières, qui voyait dans le progrès matériel une espèce de processus infaillible, linéaire, irrésistible, qui conduirait nécessairement l'humanité à s'élever sur le plan moral. Mais à l'inverse, contrairement à ce que prétendent les disciples de Rousseau, la technologie en elle-même ne conduit pas à une dépravation de l'homme. Et c'est aussi vrai sur le plan environnemental, dans la mesure où, encore une fois, ce sont les pays riches qui sont aujourd'hui en mesure de bâtir l'environnement le plus hospitalier pour l'être humain. En quoi la démystification de la nature que vous prônez permet-elle de la soumettre à une approche technicienne, la vôtre? Et question complémentaire, en quoi l'écologie profonde, celle que vous combattez donc, est-elle un substitut, comme vous l'écrivez, aux anciennes religions qui sont donc en voie de disparition dans nos sociétés techniciennes modernes? Alors, c'est une question qui est à la fois très importante et qui est très peu débattue, c'est-à-dire que on ne comprend pas là aussi l'irrationalité de certains mouvements écologistes si on ne comprend pas que la plupart des théoriciens de ce courant de pensée assument aujourd'hui vouloir combattre finalement le paradigme rationaliste hérité des Lumières, mais hérité aussi de la révolution cartésienne. Pourquoi? Parce que il y a dans l'esprit de certains militants la conviction finalement que la science, que la vision scientifique de la nature serait finalement à l'origine d'une espèce de despotisme. Vous savez, c'est le paradigme cartésien de l'homme maître et possesseur de la nature. On accuse parfois d'ailleurs à ce propos les écologistes de verser dans une forme de religiosité un peu néo-païenne. C'est une critique qui est assez courante, mais il faut bien comprendre que cette religiosité, elle est parfois assumée par les principaux intéressés. Quand vous prenez un grand théoricien de l'écologie politique comme Hans Jonas, dans son principe responsabilité, il a un passage très intéressant où il explore la possibilité de dépasser finalement la vision de la nature héritée de Darwin, en disant que le défaut finalement de cette vision de la nature héritée de Darwin, c'est que elle dépouille la nature de toute valeur dite intrinsèque, et que en réduisant finalement les processus naturels à des mouvements complètement hasardeux, cette vision de la nature-là ouvre la voie, en effet, à une domestication de la nature par l'homme de manière complètement décomplexée. Et donc, au nom de cette remarque-là, vous avez tout un tas de courants
qui voit finalement dans la déification de la nature ce qu'on appelle l'écologie profonde, l'écocentrisme, le biocentrisme, c'est-à-dire des courants de pensée qui vont considérer que la nature finalement a une valeur propre et que l'homme n'est plus légitime à considérer la nature comme une sorte d'objet qu'il pourrait domestiquer pour assouvir ses besoins les plus fondamentaux. Ce qui est une contradiction, c'est-à-dire qu'on sait très bien que de toute façon, il n'y a que l'homme qui puisse se représenter une nature idéale. Tous ces débats que nous avons sur la biodiversité, Gaïa s'en fiche. Si nous voulons sauver les ours polaires, c'est parce que c'est l'homme qui affectionne les ours polaires. Si nous voulons sauver tel ou tel aspect de la biodiversité, c'est parce que nous tirons de la biodiversité certaines utilités, alors pas forcément sur le plan strictement matériel, ça peut être une utilité morale, récréative, esthétique, le plaisir de se balader en forêt, le plaisir de contempler ce qu'on appelle la nature sauvage, je dis sauvage entre guillemets parce que parfois on tend aussi à oublier que notre nature est très domestiquée et très anthropisée, et donc on assimile finalement la nature, comment dire, on confond la nature que nous avons domestiquée avec la nature sauvage. Combien de fois avons-nous entendu cet ami nous dire qu'il veut retourner à la campagne pour se reconnecter avec la nature sauvage, oubliant qu'il n'y a pas plus domestiqué que les milieux ruraux. Et donc, cette vision qui décourage la domestication de la nature par l'homme, elle a l'avantage pour certains courants, en effet, de se substituer à l'anticapitalisme traditionnel. C'est-à-dire qu'après l'échec du marxisme, après l'échec du tiers-mondisme, voyant finalement que toutes les prévisions apocalyptiques sur l'appauvrissement du prolétariat européen, puis l'appauvrissement du tiers-monde ont échoué, puisque effectivement nous n'avons jamais été aussi riches qu'aujourd'hui, certains militants ont été tentés effectivement de voir dans cette déification de la nature un moyen de délégitimer le capitalisme, dans la mesure où, dès lors que vous dites à l'être humain qu'il n'est plus fondé à domestiquer son environnement pour subvenir à ses besoins, bah, vous vous attaquez de fait à toutes les institutions du capitalisme moderne. Et on le voit avec aujourd'hui les crises, la crise agricole, les contestations des agriculteurs à l'égard des politiques environnementales, qui sont aussi le produit de ces deux visions du monde. Entre d'un côté l'agriculture qui incarne effectivement le paradigme cartésien de l'homme, maître et possesseur de la nature depuis le néolithique, et puis des courants écologistes qui, d'ailleurs, pour la plupart, considèrent la naissance de l'agriculture comme le péché originel écologique. Vous avez tout un courant de pensée hérité, là encore, de Rousseau, incarné par des gens comme James Scott, qui considèrent que, finalement, le néolithique, l'invention de la propriété, l'agriculture, c'est le péché originel écologique, et que c'est à ce moment-là, finalement, que tout commence à dérailler. Ce qui entretient, une fois de plus, le mythe de l'âge d'or. Et l'idée qu'avant le néolithique, avant l'agriculture, on entretenait avec notre environnement une relation harmonieuse. Même quelqu'un comme Harari reprend cette fiction dans son ouvrage. C'est complètement faux quand on sait, par exemple, que la plupart des spécialistes soupçonnent, par exemple, les hommes avant le néolithique d'avoir conduit la mégafaune du Pléistocène à l'extinction. Ce qui montre que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que on peut pas considérer effectivement qu'il y a un péché originel écologique et qu'avant tout se passait bien. Chaque transformation, chaque étape de développement implique des avantages sur le plan écologique et des inconvénients. Et le but, je crois, de la modernité, c'est effectivement de renégocier en permanence ces équilibres en essayant, eh bien, de corriger les effets pervers qui ont pu naître des précédentes phases d'industrialisation. Et les données nous montrent qu'on est en mesure de faire ça. Ça va assez loin votre dénonciation du panthéisme parce que vous en accusez, y compris le pape François. J'ai vu à qui vous reprochez finalement d'être infidèle au christianisme et d'avoir versé dans une forme de panthéisme et d'idéalisation de la nature. Une chose qui m'a aussi beaucoup frappé dans votre livre et que je connaissais pas, c'est la critique que vous faites des écologistes en disant qu'ils sont fixistes. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de la nature comme quelque chose de définitif. Alors que, comme vous dites, on en est à la 6e extinction et que sans la 5e, nous ne serions pas là puisque c'est celle qui a mis fin, qui a mis finalement les mammifères au pouvoir, alors que c'était les reptiles et les dinosaures avant. Bref, à propos de ce que vous disiez sur le paysage, ça m'a fait penser au livre de Simon Schama qui s'appelle Mémoire et paysage.
dans lequel il explique, par exemple, le parc de Yosemite aux États-Unis qui passe pour l'espèce de les explorateurs qui l'ont découvert aux États-Unis pendant la conquête de l'Amérique ont cru que c'était le paradis terrestre, enfin retrouvé c'était un paysage vierge de toute intervention humaine. Or, Simon Schama et d'autres ont montré qu'en réalité, ce parc a été aménagé par les Indiens depuis des siècles et que c'est eux qui ont fait la beauté du paysage, mais qu'en fait, c'est pas du tout naturel, quoi. C'est les Indiens qui ont fabriqué le parc de Yosemite. Mais bon, ça va dans le sens de ce que vous dites et je m'étais engagé à essayer de vous critiquer, donc je suis en train de sortir du schéma que je m'étais fixé à moi-même. Alors, vous dites à plusieurs reprises qu'il n'existe pas de solution parfaite, mais seulement des arbitrages entre des mots, puisque toute solution comporte inévitablement des inconvénients. Ainsi, comment arbitrer entre les risques de l'autarcie et ceux de l'interconnexion? Vous avez relevé, comme moi, que beaucoup de collapsologues ont vu dans l'obligation du confinement qu'on a tous subi au moment de l'épidémie de Covid, la direction dans laquelle il fallait s'engager. Après tout, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a consommé moins, on a circulé moins, il y avait moins d'avions, il y avait moins de voitures dans les rues, donc moins de pollution. Pourquoi voulez-vous, cher Fergan, que nous continuions à polluer le ciel en nous déplaçant beaucoup, à échanger des marchandises, en envoyant des containers sur des bâtiments gigantesques à travers des mers qui sont parfois fermées? Pourquoi, à votre avis, la circulation des flux est-elle meilleure que, par exemple, le localisme entre lequel vous vous déchaînez à plusieurs reprises dans ce livre? Alors, plusieurs réponses. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, nous avons assisté à une baisse des émissions de CO2 à l'échelle mondiale, je crois de 5%, si ma mémoire est bonne. La question qui se pose, c'est à quel prix cette baisse des émissions de CO2 s'est-elle effectuée, puisque l'ONU nous a montré que les confinements ont fait exploser la misère à l'échelle mondiale, 500 millions de personnes qui sont tombées dans l'extrême pauvreté. Donc, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je dis souvent à mes amis, mais attendez, quand vous critiquez les gens qui sont favorables à la décroissance, il ne s'agit pas seulement de les critiquer sur le terrain de l'efficacité, entre guillemets, parce que, en effet, on peut tout à fait se dire que si demain on reste complètement cloué au sol et qu'on ne bouge plus et qu'on cesse de vivre, on peut tout à fait se dire que les pollutions climatiques, les émissions de CO2 vont diminuer. La question qui se pose, elle est morale, c'est est-ce que tous les moyens pour lutter contre les émissions de CO2 se valent? Et quand on est un tant soit peu humaniste, je crois que la réponse à cette question, c'est non. Alors, comment distinguer des moyens qui se valent des moyens qui se valent pas? Il faut se souvenir déjà des raisons pour lesquelles nous luttons contre le changement climatique. Puisque si on lutte contre le changement climatique, bien se souvenir que ce n'est pas pour le plaisir de se prosterner devant Gaïa, mais c'est bien pour assurer aux générations futures le niveau de vie le plus élevé possible. Puisque si nous craignons le changement climatique, c'est bien pour des considérations bassement matérielles avant toute chose. On craint la déstabilisation des systèmes agricoles en raison de la multiplication des sécheresses. On craint le caractère potentiellement invivable des littoraux en raison de la montée des eaux. Donc, c'est bel et bien pour des considérations bassement matérielles que nous luttons contre le changement climatique. Et donc, il s'ensuit qu'une politique environnementale cohérente, c'est bien celle qui assure à l'espèce humaine le niveau de vie le plus élevé possible dans les limites planétaires et dans les limites, évidemment, environnementales. Et c'est en ce sens que le localisme et le protectionnisme écologique que certains essayent de nous vendre est une impasse. C'est une impasse pour 4 raisons. La première raison, elle est humanitaire. Nous vivons dans un monde où les ressources naturelles et les terres fertiles sont très inégalement réparties. Et donc, si chacun était contraint de reposer uniquement sur son voisinage pour s'approvisionner en nourriture, il y a une bonne partie de l'humanité que vous laissez sur le carreau et que vous assignez à la famine. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? La réponse à cette question est non, quand on est évidemment un tant soit peu humaniste. Ensuite, il y a d'autres raisons qui expliquent que le localisme est une impasse. La deuxième raison, c'est que aucune nation aujourd'hui, aucune, ni la Chine, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni personne, ne détient à elle seule l'intégralité des ressources naturelles, économiques, financières, humaines, intellectuelles pour conduire à elle seule le chantier de la transition écologique. Et donc, vous avez besoin d'une division internationale du travail pour produire, industrialiser, commercialiser les biens et les services environnementaux dont nous avons
besoin. Et la France le sait mieux que quiconque, puisqu'il faut se souvenir que nous nous targuons, à juste titre, de figurer parmi les nations les plus vertueuses de la planète sur le plan climatique grâce à notre parc nucléaire. Il faut se souvenir que notre parc nucléaire, il est le fruit d'une coopération internationale, puisque c'est la fameuse licence Westinghouse, achetée aux Américains, qui équipe notre parc nucléaire actuel. Donc rien que cet exemple vous montre l'importance de la coopération et de la mondialisation afin que les biens, les services, les idées, les compétences circulent pour permettre aux technologies les plus vertes de se diffuser le plus rapidement possible. La deuxième raison pour laquelle le localisme est une impasse, c'est que c'est contre-intuitif, mais rien ne montre aujourd'hui que le localisme serait nécessairement plus vertueux sur le plan environnemental. Alors, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit logiquement que plus une marchandise vient de loin, plus elle pollue. Sauf que quand on regarde précisément les données, on se rend compte en réalité que la part du transport de marchandises dans la pollution est très très faible et que l'essentiel de la pollution se fait pendant la phase de production des biens et des services. Et c'est pourquoi il est dans bien des cas beaucoup plus efficace d'importer une marchandise qui vient de loin, mais qui pour des raisons climatiques, pour des raisons logistiques, pour des raisons d'avantages comparatifs, a été produite selon des méthodes beaucoup plus efficaces que si on faisait tout à proximité avec des méthodes moins efficaces. Tous ceux qui sont familiers avec David Ricardo et à la théorie des avantages comparatifs savent de quoi je parle. Et donc, si chacun faisait du localisme à sa petite échelle, toutes choses égales par ailleurs, on assisterait à une explosion du gaspillage. Il y a un exemple qui revient régulièrement dans la littérature scientifique, c'est le cas de l'agneau néerlandais. Pour un Français, par exemple, il est beaucoup plus écologiquement vertueux d'importer de l'agneau néerlandais parce que les Néerlandais, peut-être pour des raisons climatiques, peut-être pour des raisons de qualité des sols, consomment beaucoup moins de ressources pour produire une unité d'agneau. Donc ça vous montre effectivement la nécessité de ne pas renoncer au jeu des avantages comparatifs pour permettre la meilleure spécialisation possible et faire en sorte que chaque nation se spécialise là où elle est la plus compétente afin d'augmenter l'efficacité de la production et de faire en sorte que, à niveau de richesse égale, eh bien, nous produisions nos richesses en consommant le moins de ressources possible. Et enfin, dernière raison pour laquelle le localisme est une impasse, c'est que le changement climatique est un problème qui est international. Le CO2 ne s'arrête pas aux frontières. Et donc, que vous éliminiez une tonne de CO2 à Paris, à New Delhi, à Séoul ou ailleurs, sur le plan climatique, c'est exactement la même chose. En revanche, sur le plan économique, éliminer une tonne de CO2 à New Delhi, ça coûte beaucoup moins cher pour un Français que d'éliminer une tonne de CO2 à Paris. Pourquoi? Parce que dans les pays riches et développés comme la France, nous avons épuisé la liste des mesures les plus faciles à mettre en œuvre pour décarboner notre système économique. Nous sommes confrontés à ce que les économistes appellent des rendements décroissants, qui fait que chaque intervention écologique supplémentaire qui se contente d'agir à l'échelle nationale se traduit par une efficacité de plus en plus faible. Et donc, pour un pays comme la France, il est beaucoup plus intéressant d'exploiter des gisements de décarbonation ailleurs, dans des pays émergents où il y a tout à faire. Et parce qu'il y a tout à faire, il est beaucoup moins cher, par exemple, de décarboner, d'aider un pays comme l'Inde à décarboner son économie, et aussi parce que les facteurs de production coûtent moins cher là-bas. Et donc, si vous voulez exploiter les gisements de décarbonation étrangers les plus faciles à exploiter, ben là encore, il vous faut une libre circulation des biens, des services, des compétences. Et je n'invente rien, puisqu'aujourd'hui, la diplomatie française est en pourparlers, par exemple, avec l'Inde pour lui fournir des réacteurs nucléaires, et ben, les diplomates en charge de ce dossier, finalement, ont beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de poids et sont beaucoup plus efficaces que tous les plans de rénovation thermique que nous préparons en France. Ça fait partie des critiques que j'adresse régulièrement. Je crois que on ne met pas suffisamment en œuvre l'analyse coût-bénéfice des politiques environnementales, et le risque, c'est que si on persiste à mépriser cette analyse coût-bénéfice, c'est qu'on dilapide des ressources considérables pour un résultat finalement assez faible, au risque de provoquer un mécontentement social. On l'a vu avec les gilets jaunes. Finalement, la crise agricole que l'on voit est aussi le produit de ce mépris-là, puisque quand on regarde la politique européenne en la matière, on se rend compte que les études d'impact sont quand même assez faibles
et qu'il n'y a pas beaucoup de prise en considération de ces notions de coût-bénéfice. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la mondialisation est utile, c'est qu'elle permet aux pays riches d'aller investir là où l'efficacité environnementale est la plus forte. Un monde plus fragmenté est un monde qui ne permettrait pas d'exploiter au mieux les gisements de décarbonation potentiels situés ici et là. Pardon. Miser sur la géo-ingénierie, je vous cite, le temps que l'humanité achève sa transition énergétique, ce que vous écrivez, est-ce que c'est pas bien audacieux? Jusqu'à présent, les technologies de captage du CO2 dans l'atmosphère sont balbutiantes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu techno-optimiste? Alors, je suis d'accord avec cette remarque. J'avais mis cette option pour mentionner qu'elle existe, mais je ne suis pas favorable à l'explorer maintenant parce que c'est une technologie qui aujourd'hui est immature et risquée. Et ça, c'est vraiment le plan B si nous sommes indisciplinés au point de ne pas vouloir mettre en œuvre les solutions qui, elles, aujourd'hui, sont en mesure de donner des résultats tangibles dès maintenant. Donc moi, je ne suis pas favorable à explorer la voie de la géo-ingénierie maintenant. Je constate qu'aujourd'hui, nous avons une bonne partie des technologies nécessaires pour faire ce qu'on appelle le découplage entre croissance économique et production d'émissions de CO2. Et mon seul regret, c'est que nous n'investissons pas suffisamment dans les technologies les plus efficaces. Je vous prends juste un exemple. Ces 20 dernières années, par exemple, l'humanité a investi l'équivalent de 30 plans Marshall à l'échelle mondiale dans les énergies intermittentes que sont l'éolien et le solaire. Donc 5 000 milliards de dollars ont été investis dans l'éolien et le solaire. Pour quel résultat? Pour seulement 12% de la production électrique mondiale. Avec un ingénieur belge qui s'appelle Philippe Charlès, on a évalué que si ces 30 plans Marshall avaient été investis dans une technologie plus efficace comme l'énergie atomique dont nous bénéficions, c'est probablement plus de la moitié de l'électricité mondiale qu'on aurait pu décarboner. Et en disant cela, j'avais même été interpellé par un professeur à la Sorbonne qui disait non, vous êtes encore trop prudent dans vos estimations parce que on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, moi j'insiste sur la nécessité d'être beaucoup plus vigilant quant à la manière dont on affecte nos ressources pour privilégier les instruments les plus efficaces. Nous avons un temps qui est limité, des ressources qui sont limitées, une main-d'œuvre qui est limitée. Et donc, on ne peut pas se disperser en investissant partout n'importe comment. Il faut se concentrer sur les solutions qui sont les plus efficaces. Et le cas du nucléaire vous montre que c'est la technologie la plus efficace aujourd'hui pour découpler à la fois la croissance économique et les émissions de CO2, ce qui est aussi un impératif sur le plan de l'adaptation, puisque on sait très bien que la capacité de l'humanité à résister au changement climatique va dépendre de la trajectoire de développement économique et technologique. C'est-à-dire que ce sont les pays les moins développés sur le plan industriel qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que on investit dans les bonnes solutions pour générer la croissance économique la plus forte possible, parce que une croissance économique faible inflige non seulement une perte de chance sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan environnemental. Si aujourd'hui un pays comme Madagascar est plus vulnérable à la sécheresse qu'un pays comme Israël, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en Israël on a des infrastructures sophistiquées pour irriguer, pour dessaler l'eau de mer, et donc on est beaucoup moins vulnérable à la sécheresse que lorsqu'on s'appelle n'importe quel pays du tiers-monde. Et donc, ça vous montre effectivement l'impératif de faire des choix rationnels pour concilier croissance et environnement. Et là où je suis un tout petit peu pessimiste, parce que je reste optimiste quand même, c'est que nous ne faisons pas suffisamment attention à l'efficacité de nos investissements aujourd'hui, et il y a un risque sérieux que nous perdions beaucoup de temps et de ressources dans des solutions à l'efficacité plus que douteuse. J'ai pris un exemple récemment sur un plateau télé, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, nous sommes invités par certains experts, certains rapports, à investir environ 20 milliards d'euros par an pour rénover les bâtiments. Donc 20 milliards d'euros par an, ça fait 200 milliards d'euros en 10 ans. Il faut savoir que le parc nucléaire français, il a coûté 228 milliards d'euros en 50, 60 ans. Donc certains nous proposent aujourd'hui de dilapider en 10 ans
qu'on a dépensé en 50, 60 ans pour décarboner la totalité ou presque, en tout cas une bonne partie de notre électricité. Sans la moindre garantie que ces 200 milliards d'euros produisent un résultat bien supérieur. Donc voilà, c'est là où j'insiste vraiment sur l'importance de l'analyse coût-bénéfice pour reprendre les bonnes décisions, en sachant que si nous prenons les bonnes décisions, on n'aura pas besoin de faire de science-fiction et de parler de géo-ingénierie pour lutter contre le changement climatique et ses effets indésirables. Vous refusez d'admettre que les ressources terrestres sont limitées. Pourtant, tel semble bien être le cas des énergies fossiles, il faut des millions d'années pour produire du gaz et du pétrole. Pourquoi écrivez-vous que les ressources terrestres ne sont pas limitées? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, c'est plus compliqué que ça. L'idée n'est pas de nier le fait que les ressources sont limitées, elles le sont assurément. Simplement, je crois que ceux qui aujourd'hui nous disent que nous courons tout droit vers la pénurie n'ont pas compris les données du problème climatique. Nous sommes aujourd'hui face à ce que l'économiste François-Xavier Oliveau appelle une crise de l'abondance. Si nous sommes face au changement climatique, c'est précisément parce que les énergies fossiles sont trop abondantes et donc trop accessibles. Et c'est précisément parce qu'elles sont trop abondantes et finalement pas chères du tout que l'humanité a encore du mal à se désintoxiquer des énergies fossiles. Et si la plupart des économistes réclament un prix sur le carbone pour renchérir l'usage des énergies fossiles, c'est précisément parce que quelque part, ça nous arrangerait que ces sources d'énergie soient moins abondantes parce qu'elles coûteraient plus cher et elles obligeraient donc l'humanité à migrer vers des solutions beaucoup moins carbonées. Donc, on est face à une crise de l'abondance, on n'est pas face à une crise de la rareté. Et je crois que c'est important de le comprendre. Et par ailleurs, de peak oil. Oui, ça fait effectivement 50 ans qu'on nous dit que le pétrole la fin du pétrole est pour 20 ans. On voit bien que les technologies en fait s'améliorent. On arrive à aller beaucoup plus loin pour explorer. On arrive à trouver des substituts. Et de fait, nos économies sont aussi de moins en moins dépendantes du pétrole à mesure qu'on passe au gaz, à mesure qu'on électrifie des usages. Et donc tout ça fait en effet que la notion de ressource finalement est assez relative parce que un élément ne devient une ressource que lorsque la technologie lui confère une utilité. Hein, c'est ça aussi que l'approche statique ne permet pas de décrire, c'est que il y a quelques décennies, l'uranium, on ne savait pas quoi en faire. Mais avec la technologie des réacteurs nucléaires, on est capable de conférer une utilité à des matériaux qui, il y a quelques siècles, nous étaient d'aucune utilité. Et c'est la raison pour laquelle les anti-malthusiens raillent souvent les malthusiens en disant, vous savez, l'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre. C'est-à-dire que c'est bien les connaissances techniques, les nouvelles connaissances scientifiques qui font que on arrive petit à petit à conférer une utilité nouvelle à des choses dont on n'avait précédemment aucune utilité. Donc la notion même de ressource est assez relative dans l'espace et dans le temps en fonction des connaissances scientifiques. Qu'il y a 120 ans, le pétrole était une curiosité, par exemple. Alors ça, c'est une erreur pour le coup. C'est une chose fausse et je regrette de l'avoir écrite. C'est quelque chose que je corrige parce qu'en fait, le pétrole, on l'utilisait déjà dans l'Antiquité pour calfeutage de bateaux, pour aussi me semble pas comme combustible en effet parce que le moteur à explosion n'existait pas dans l'Antiquité, mais effectivement c'est la révolution industrielle qui a conféré une nouvelle utilité au pétrole et au charbon, c'est-à-dire que le charbon, Marco Polo rapporte que les Chinois l'utilisaient déjà et que c'est une énergie qu'on utilisait, mais avec l'invention de la machine à vapeur, on confère au charbon une utilité nouvelle que cet élément n'avait pas avant l'invention de cette technologie. Donc c'est en cela que la notion de ressource doit être envisagée de manière un peu prudente et pas statique, parce qu'effectivement, quelque chose devient une ressource ou sait être une ressource en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. L'hydrogène demain ? Alors moi, je ne ferai pas de pari, parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. Je pense que celui qui connaît les technologies du futur devrait s'empresser de placer son épargne dans les actions de l'entreprise de demain et il serait milliardaire, ce que je ne suis pas. Donc je ne suis pas celui qui pariera. Je ne suis pas capable de vous dire quelles seront les parts de marché de l'hydrogène versus le nucléaire versus telle ou telle source d'énergie. En revanche, effectivement, à connaissance constante, je constate aujourd'hui que à la fois le GIEC, mais aussi l'agence de l'énergie, toutes ces instances-là constatent que les solutions
nécessaires à la décarbonation de notre économie, on les a en grande partie, et que l'enjeu, c'est davantage le passage à l'échelle et l'industrialisation de ces solutions-là. C'est en ce sens que, effectivement, le procès, en tout cas l'alerte, et les discours qui s'effraient d'une pénurie sont, à mon avis, des discours qui sont faux. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez attentivement certains militants décroissants, eux vous parlent pas de risque de pénurie. Au contraire, ils vous parlent d'un risque d'abondance. Je cite dans ce livre, par exemple, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, qui est la figure la plus connue en matière de décroissance. Mais Monsieur Jancovici n'est pas tout à fait honnête avec son public quand il parle de pénurie inéluctable, parce que quand on l'interroge, par exemple, sur l'hypothèse de la fusion nucléaire, qui n'est pas pour demain, soyons clairs, mais quand on l'interroge sur cette hypothèse-là, bien, Monsieur Jancovici ne répond pas en disant que c'est pas possible, il répond que ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire qu'on a, et Aurélien Barraud a le même discours, c'est-à-dire que Aurélien Barraud nous explique que si demain une énergie propre, illimitée, abondante, venait à entrer en scène, ce serait pour lui la pire catastrophe pour l'humanité. Mais on en revient au débat philosophique de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, le débat pour ces mouvements-là, c'est la légitimité même de l'homme à décupler son pouvoir et son emprise sur la nature. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis convaincu que la question écologique, avant d'être une question technique, avant d'être une question économique, avant d'être une question politique, c'est d'abord une question philosophique et morale. C'est oui ou non, Homo sapiens est-il légitime à poursuivre sa quête de prospérité amorcée depuis 2 siècles de révolution industrielle tout en sauvegardant son habitat? Et selon que vous répondiez oui ou non à cette question, vous n'allez pas proposer les mêmes solutions. Je crois que quand on est effectivement humaniste et qu'on s'inscrit dans un paradigme utilitariste, donc on veut maximiser le bien-être social, la réponse à cette question est oui, nous sommes légitimes effectivement à poursuivre notre quête de prospérité si et seulement si on prouve que cette quête ne contrevient pas à la sauvegarde de notre habitat. Mais là, on est face à des courants, à des mouvements qui nous disent que non, quand bien même nous serions en mesure de résoudre la question climatique par des moyens technologiques qui ne compromettraient pas le niveau de vie des populations, il ne serait pas moralement souhaitable d'explorer ce scénario. Et je pense que c'est en réalité le vrai débat, et que derrière toutes les postures anti-ceci, anti-cela, il y a cette arrière-pensée qui interdit finalement à l'humanité de prospérer au motif qu'il constituerait par essence une espèce d'espèce indésirable sur Terre, en tout cas une espèce dont l'emprise sur la nature aboutirait inéluctablement à la dénaturation entre guillemets de la nature. C'est en tout cas ce que soutiennent tous ces courants qui expliquent que la vraie nature, la belle nature, la bonne nature, c'est la nature la plus sauvage possible, la nature qui est affranchie de la main de l'homme, ce qui relève, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une contradiction dans la mesure où il n'y a que l'homme qui puisse se représenter une nature idéale. Vous plaidez pour le libéralisme et en particulier pour la propriété privée. À de nombreuses reprises dans votre livre, vous revenez sur cette idée. Vous allez même plus loin en prenant à un certain moment la privatisation des océans. 2 questions. En quoi est-ce compatible avec la préservation de l'environnement? Et qu'est-ce qu'il faudrait dire que l'écologisme est, dans bien des cas, une idéologie de substitution au bon vieil anticapitalisme, comme vous venez de le dire il y a quelques moments? Alors le passage sur la propriété, en fait, est en réaction à un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était l'ouvrage de Michel Serres sur le contrat naturel, où il parlait du fait qu'il fallait justement sortir du paradigme de l'homme maître et possesseur de la nature pour retrouver une relation avec l'environnement beaucoup plus harmonieuse. Et en effet, beaucoup de gens, aujourd'hui, opposent la qualité de l'environnement à la domestication de la nature par l'homme. Et au risque de verser dans certaines contradictions, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui des espèces, par exemple, qui sont menacées et en voie de disparition, par définition, les espèces en voie de disparition sont les espèces qui relèvent de la sphère sauvage, qui ne relèvent pas de la sphère domestique. Personne ne craint aujourd'hui la disparition du chien, du chat, de la tulipe, des vaches, des chevaux, et c'est pire que ça, c'est-à-dire que les détracteurs de l'anthropocène reprochent précisément aux animaux domestiques de prendre aujourd'hui une place beaucoup trop grande par rapport aux animaux sauvages.
pour une raison très simple, c'est que dès lors que les espèces entrent dans la sphère de la domesticité, ces espèces ont une certaine utilité, notamment une utilité marchande pour l'être humain, et donc cette utilité marchande confère de nouvelles incitations à sauvegarder et à assurer la reproduction de telle ou telle espèce. Il y a un cas pratique très intéressant d'ailleurs pour ce qui est de la sauvegarde des animaux sauvages sur le continent africain. Vous savez qu'on a longtemps parlé des espèces en voie d'extinction comme les éléphants, les rhinocéros et autres. Il est assez intéressant de voir que sur le continent africain, vous avez plusieurs méthodes de régulation qui ont été proposées. Alors vous avez des pays qui ont tenté une prohibition totale du commerce d'animaux sauvages. Alors parfois ça donne de bons résultats, il faut le dire, mais c'est au prix d'une violence et d'une militarisation de la société qui est parfois insoutenable. Et vous avez des pays, alors des pays que je n'ai pas l'habitude de citer moi en tant que libéral, mais comme le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana ou autres, qui ont fait le choix de mettre en place une industrie du tourisme et donc finalement de mettre en place des mécanismes de domestication des animaux habituellement sauvages. Et même une ONG comme la WWF est forcée d'admettre que ces industries, en tout cas, donnent de bons résultats parce que l'éléphant dans ces pays-là cesse d'être une espèce nuisible, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi ces animaux étaient menacés à la base. C'est parce que ils entraient parfois en conflit avec les villages, en piétinant les récoltes. Et donc, il y a des vraies questions sécuritaires qui se posent en matière de coexistence entre les communautés villageoises et certains animaux sauvages qui posent des problèmes de sécurité. Et donc, dans les pays où vous avez un véritable conflit entre animaux sauvages et sociétés humaines, il n'y a strictement aucune incitation à prendre soin de ces animaux sauvages qui sont à la merci du braconnage. Et quand l'État rend en effet illicite le commerce légal de ces espèces-là, là, il n'y a aucune incitation formelle, effectivement, à se préoccuper de ces espèces. Alors que dans les pays comme le Zimbabwe, la Namibie ou le Botswana, où on met en place une industrie du tourisme, de l'écotourisme, ou une industrie régulée de la chasse au trophée, eh bien, on se rend compte effectivement que on développe un marché qui confère, en cas qui intéresse les populations locales à la sauvegarde et à la préservation de ces animaux. Et dans certains pays, le succès de ces programmes est tel que on déplore qu'il y a parfois trop d'éléphants. C'est-à-dire que c'est au Zimbabwe où on a mené des campagnes de contraception contre les éléphants qu'on jugeait trop nombreux. C'est-à-dire, c'est vous dire à quel point effectivement ce programme a réussi. Et donc comment dire, le passage sur les océans finalement est à mettre en lien avec ce qu'on a dit au début sur la révolution néolithique. C'est-à-dire que avant la révolution néolithique, quand il n'y avait pas de droit de propriété, la mégafaune du Pléistocène et d'autres espèces faisaient l'objet d'une surexploitation des ressources. Et là où la révolution néolithique a constitué une révolution écologique, c'est que pour la première fois, on a institué des droits de propriété et donc une manière de réguler la rareté, puisqu'en fait, c'est la fonction même de la propriété privée dans une économie de marché que de réguler la rareté des ressources. Si nous vivions dans un monde d'abondance, où les ressources étaient complètement illimitées, la propriété n'aurait aucune raison d'être. C'est précisément parce que vous avez une rareté que vous avez besoin d'assigner ce qu'on appelle des droits exclusifs pour réguler l'usage d'une ressource rare. Et ben, pour les mers, pour les océans, c'est la même chose. Alors, ça existe déjà, c'est-à-dire que lorsque les États, par exemple, sont maîtres de leur environnement marin et qu'ils assignent des quotas de pêche, c'est une forme finalement d'appropriation exclusive de la ressource qui fait que on n'a pas le droit de débarquer et de se servir sans le moindre contrôle, sans la moindre régulation. Eh bien, quelque part, assigner des droits de propriété sur l'ensemble des mers, c'est faire rentrer l'océan dans la révolution néolithique et donc permettre une régulation mais c'est ce qu'on essaie déjà de faire, c'est-à-dire que les conventions internationales que l'on conclut entre États pour mettre en place des zones protégées avec des quotas de pêche, c'est une forme d'appropriation privative des ressources marines et c'est en effet par ces méthodes-là qu'on essaye aujourd'hui de réguler la pêche sauvage en haute mer. Et ma deuxième question, en quoi l'écologisme est dans bien des cas une idéologie de substitution au bon vieil anticapitalisme ?
C'est-à-dire que l'écologie politique, aujourd'hui, on le voit, est instrumentalisée par une extrême gauche qui, malheureusement, n'a jamais vraiment digéré la chute du mur de Berlin et qui voit en tout cas, qui prétexte la préservation de l'environnement pour recycler un agenda anticapitaliste qui est évidemment sans rapport avec l'enjeu qui nous intéresse, puisque toutes les données nous montrent que ce sont les sociétés les plus libérales, les plus développées, les plus capitalistes, finalement, qui sont les mieux classées dans les classements environnementaux. Vous avez les universités de Yale et de Columbia qui ont élaboré un indice de performance environnementale. Et quand vous regardez les pays en tête de ces classements-là, on a des pays libéraux pour une raison très simple, c'est que ce sont les pays libéraux qui sont en mesure d'innover le plus et qui disposent des ressources pour préserver leur environnement. Et du reste, tous ceux qui se sont un tout petit peu intéressés à l'histoire de l'environnement dans les pays d'Europe de l'Est et en URSS savent que collectivisme et écologie ne faisaient pas bon ménage. C'est pas le capitalisme qui a asséché la mer d'Aral. Hein. C'est un exemple que l'on prend d'habitude. Pour une raison très simple, c'est que là encore, en l'absence de système de prix, en l'absence de propriété, en l'absence de discipline de marché, les incitations à la sauvegarde des ressources sont beaucoup plus faibles. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ces pays-là avaient des résultats environnementaux qui étaient beaucoup plus faibles, y compris d'ailleurs sur le plan des pollutions. Quand vous comparez la qualité de l'air entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, après la chute du mur, les pollutions étaient beaucoup plus fortes en Allemagne de l'Est parce qu'il n'y avait pas, dans ces pays-là, les technologies les plus avancées dont nous bénéficions dans les pays capitalistes pour assainir notre environnement, qu'il s'agisse du filtre à particules, qu'il s'agisse des traitements des fumées dans les usines, et qu'il s'agisse aussi des méthodes de consultation démocratique, parce que l'avantage des sociétés libérales, c'est que on met en relation effectivement des groupes d'intérêt qui dialoguent. Alors il y a des rapports de force, il y a une délibération, on discute de la possibilité de mettre en place des normes efficaces lorsque ces normes s'imposent, et tout cela en effet est à l'avantage des démocraties libérales, et les données là-dessus sont sans appel. Et on se souvient que quand le mur de Berlin est tombé, que les trabants qui arrivaient à Berlin-Ouest amusaient tout le monde parce qu'elles fumaient énormément. Peut-être que le temps de venu de poser quelques questions dans la salle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que des contradicteurs ont réagi à votre livre? Et si oui, quelles ont été leurs objections? Et comment y avez-vous répondu? On peut en prendre plusieurs si vous voulez. Je les note. Du coup. Oui, bonsoir. Moi, je partage votre analyse sur l'idéologisation du mouvement écolo, tout ça, j'en ai fait partie il y a longtemps. Et par contre, sur un cas pratique, la question de la crise agricole, en fait, je connais bien la Bretagne, ce développement économique qui, effectivement, dans les années 60-70, a permis de nourrir la population ici, ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'exportations. On a nourri les gens avec ça. Moi, j'ai vu ce passage-là en France, mais à un moment donné, les avantages coûts-bénéfices dont vous parlez, ils se sont un peu inversés, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu une disparition vraiment massive de la population agricole. On avait une pollution des sols, des histoires d'algues vertes. Les Parisiens connaissent tout ça, parce qu'ils vont tous en vacances en Bretagne. Et donc, à un moment donné, cette balance coût-bénéfice, elle s'est inversée. Le problème que je vois plutôt, c'est que si effectivement il y avait les moyens techniques de traiter ces usines agricoles, etc., je passe le détail, qui utilisaient des nitrates et qui sont une source de pollution, on parle de la République ici, de l'intervention politique, elle a été relativement impuissante à intervenir sur cette question. Donc si on a laissé faire la balance coût-bénéfice, ça a été quand même assez... on peut avoir un avis nuancé, positif, sur l'absence d'intervention de la République dans cette question de l'arbitrage entre environnement et développement économique. Là, la République elle a été aux abonnés absents. Je voulais avoir votre avis là-dessus.
Bonjour, je partage toutes vos analyses sur ce que vous venez de dire sur la compatibilité entre la transition écologique et la poursuite de la croissance dans cet ordre d'idées-là. Est-ce que vous ne pensez pas que une régulation par le capitalisme via la régulation par les prix, on a parlé du prix du carbone par exemple, va être à même de susciter, je dirais, les incitations pour aller vers l'industrie verte, l'économie verte? Il y a beaucoup de choses qui se font, par exemple, au niveau de la finance, pour flécher l'épargne et l'investissement vers l'économie verte. Est-ce que vous ne pensez pas, dans le prolongement de ce que vous avez dit, que ce sera beaucoup plus efficace pour assurer la transition énergétique que les vociférations des écologistes politiques? Bonsoir. Alors, ma question, elle s'éloigne un peu de l'aspect écologique et se rapprocherait plutôt de l'aspect anthropologique. Donc, j'ai pensé notamment à un de vos confrères essayistes, Julien Rogier. Récemment, il s'est intéressé à l'aspect écologique. Et donc, il prenait plutôt un éloignement de la modernité qui serait une sorte de perversion de l'être humain, de l'homme. Et donc, la question semble déranger. Non, pas du tout. Au contraire, je suis prêt de répondre. Donc, je voulais savoir votre avis par rapport à cette approche-là. Donc, le fait qu'il prône un éloignement de la modernité, de cette envie de prospérité de l'homme, de l'être humain, dans ce confort perpétuel. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Attends, il y a encore une- Ah, pardon, excusez-moi, désolé. Oui, est-ce que vous pourriez clarifier votre position sur les énergies que vous qualifiez d'intermittentes et que moi je qualifie de renouvelables? Je crois la discerner, mais j'aime bien en être sûr. Voilà. Oui, bon, j'avais une autre question, mais du coup, je choisir une. Sur la question, vous avez évoqué le panthéisme et la tendance des écologistes à déifier la nature. Est-ce que vous ne pensez pas que ce lien que vous faites, c'est un petit peu vers fausse route, dans le sens où ce que vous appelez ce panthéisme, ce serait plutôt un christianisme de substitution, parce que si vous regardez dans l'histoire les penseurs panthéistes, ce sont plutôt des gens qui sont progressistes, qui permettent justement de sortir de l'obscurantisme chrétien. Et ce qu'on retrouve dans le christianisme, c'est justement ce dont on parlait, c'est-à-dire la haine de soi, le péché originel, l'homme qui est finalement au fond mauvais. Et je voulais ajouter une chose là-dessus, c'était que, oui, vous avez parlé de Gaïa. Vous avez dit cette façon de défier Gaïa, vous savez qui parlait de Gaïa, c'est René Latour, c'est un catholique, c'est pas un panthéiste. Je vais commencer par la dernière question parce que sur le panthéisme. Alors, en gros, ce que vous dites, c'est est-ce que le responsable, c'est pas le christianisme avant le panthéisme? Moi, je pense qu'au contraire, c'est tout l'inverse pour une raison très simple, c'est que en fait, ça fait des décennies qu'il y a dans l'écologie radicale un courant qui précisément dénonce le christianisme, en tout cas les religions abrahamiques, d'être à l'origine de la crise écologique. Il y a un Américain qui s'appelle Lynn White, qui dans les 70 écrit un article qui s'appelle Les racines de la crise écologique, qui est un chrétien, hein, qui est un protestant, mais qui accuse finalement une certaine lecture anthropocentrée de la nature héritée des religions abrahamiques, d'être à l'origine de la crise écologique, parce que dans la Bible, vous savez, il y a cette injonction croissez, multipliez-vous, dominez la terre, etc. Et donc, pour beaucoup de ces écologistes-là, c'est cette vision héritée de la Bible qui est à l'origine de la crise écologique. Et par exemple, l'encyclique du pape François Laudato Si est une réponse en fait à ces critiques-là. C'est-à-dire que tout le discours du pape François est un moyen de donner des gages à tous ces courants qui accusent finalement l'humanisme hérité de la culture judéo-chrétienne d'être à l'origine de la crise écologique. Et c'est pourquoi en fait tout le discours du pape François essaye de tempérer cette accusation d'anthropocentrisme, de le contester, de critiquer ce qu'il appelle lui l'anthropocentrisme despotique. Mais précisément, cette volonté de modérer l'anthropocentrisme et de modérer l'humanisme, eh ben, ça va à l'encontre du dogme en réalité chrétien, parce que
on revient finalement à une vision de la nature héritée des religions païennes, là où précisément le christianisme a quelque part un peu désacralisé la nature en mettant l'homme au centre de tout. Et c'est en cela, je pense, que le procès intenté au christianisme n'est pas le bon. Alors c'est vrai qu'il y a un côté hérésie chrétienne derrière, c'est-à-dire qu'il y a une déformation. C'est-à-dire qu'on part de schèmes et de schémas de pensée finalement qui sont hérités du christianisme, mais on les déforme pour finalement aller à l'encontre de l'humanisme hérité de la culture chrétienne. Donc c'est en cela que je trouve que ce n'est pas le bon procès, dans la mesure où précisément les écologistes les plus radicaux dénonçaient le christianisme comme étant à l'origine de ces mots-là. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet, puisque progressisme, conservatisme, quand on parle de rapport de l'homme à la nature, la question c'est est-ce qu'on a un rapport à la nature qui est anthropocentré ou pas? Et il est vrai que les sociétés occidentales ont un rapport à la nature qui est un peu plus anthropocentré que les sociétés africaines ou précolombiennes. Donc il y a une spécificité effectivement occidentale et judéo-chrétienne qui est aussi à l'origine effectivement d'une certaine éthique prométhéenne. La question qui se pose, c'est est-ce que cette spécificité, elle agit pour le meilleur ou pour le pire? Et donc pour certains, elle agit pour le pire. Moi, je fais remarquer que les sociétés, on va dire préhumanistes, n'étaient pas nécessairement plus respectueuses de leur environnement en réalité. C'est-à-dire que ça, on renvoie une fois de plus au mythe du bon sauvage. Mais quand vous regardez comment effectivement les choses se passaient dans l'Australie avant l'arrivée des Européens, dans certains pays africains, enfin toutes les sociétés tentent de domestiquer leur environnement avec plus ou moins d'habileté, et les sociétés préhumanistes n'avaient pas forcément de meilleurs résultats quant à leur pratique. Donc c'est en cela que je trouve que ce procès est un petit peu déplacé, même si c'est un débat qui est intéressant et qui mérite évidemment d'être retenu. Ensuite, on a parlé de la régulation par les prix. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que les prix constituent une méthode de régulation beaucoup plus efficace, effectivement, que tout ce qu'on entend. À une nuance près, c'est que moi je pense que l'enjeu n'est même plus c'est même plus les mécanismes de prix à l'échelle française et européenne, parce que moi j'ai la conviction que nous devons réaffecter nos ressources dans les pays étrangers. Et donc si vous mettez une taxe carbone dans les pays européens, ça change pas grand-chose au fait qu'aujourd'hui la majorité des investissements climatiques sont concentrés dans les pays riches et développés. Quand je pense que c'est une erreur et que nous devrions davantage affecter nos ressources dans les pays émergents et en voie de développement, parce que c'est là où il y a tout à faire et c'est là où le coût d'abattement est le plus faible, c'est-à-dire c'est là où l'efficacité écologique des investissements verts est la plus forte. Donc c'est pas incompatible avec un système de prix, mais je pense que le problème il est davantage dans le fait que nous avons une vision beaucoup trop franco-centrée et occidentalo-centrée de la transition écologique, et nous ne regardons pas suffisamment autour de nous. Nous ne prenons pas suffisamment la mesure de la nécessité d'investir ailleurs pour avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Ensuite, on m'a parlé donc de la nécessité de clarifier ma position sur les ENR. Écoutez, moi je suis assez sceptique sur l'utilité des ENR. C'est là où je rejoins la position de Monsieur Jancovici. Je suis pas d'accord avec lui sur les autres sujets, mais c'est vrai que moi je me pose la question de savoir je me pose la question suivante. Si on a une technologie qui est plus efficace que les technologies concurrentes, pourquoi on se disperse et pourquoi on ne concentre pas l'intégralité de nos ressources sur la technologie la plus efficace? Alors, on me dit en effet que ces technologies sont aujourd'hui de plus en plus compétitives, et c'est vrai que les prix chutent, c'est vrai que les panneaux solaires sont de plus en plus accessibles, que les éoliennes sont de plus en plus accessibles. Est-ce que cela compense le coût de l'intermittence? Je suis pas encore convaincu de cela quand on voit effectivement les sommes colossales qui ont été investies ces dernières années dans ces sources d'énergie-là pour des résultats qui sont très très faibles. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi, alors qu'on a des technologies beaucoup plus efficaces que les ENR, pourquoi on ne privilégie pas les solutions les plus efficaces? Et j'ai le sentiment que la raison de ces mauvais investissements sont beaucoup plus idéologiques qu'autre chose. C'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais c'est vrai que c'est une question à laquelle c'est une question à laquelle on n'a jamais répondu. Et ça rejoint d'ailleurs l'autre question sur les objections
et la contradiction éventuelle à laquelle j'ai été confronté. Écoutez, moi j'ai été invité à plusieurs reprises à débattre face à Sandrine Rousseau, Dominique Bourg, sur des plateaux télé, parfois à 3 contre 1, 4 contre 1, 12 contre 1. Donc c'était très équitable et on connaît là l'impartialité du service public. Mais ils ont quand même eu la gentillesse de me recevoir, donc on peut pas être non plus très ingrat. Mais quand même, je me suis senti parfois un petit peu seul sur les plateaux. Et je dois vous avouer que chaque fois que je posais les arguments que je vous oppose là, enfin, on n'y répondait jamais. C'est-à-dire on les ignore tout simplement parce que quand je montre par A plus B que les sociétés industrialisées sont mieux armées que les sociétés en voie de décroissance pour décarboner et s'adapter, je pense que c'est difficile. Enfin, c'est presque enfoncer une porte ouverte. Et c'est difficile d'aller à l'encontre de cette idée-là. Et c'est vrai que malheureusement, moi j'aurais bien aimé qu'on m'oppose des arguments, mais je remarque que chaque fois que je suis confronté à des contradicteurs, et je suis très souvent confronté à des gens qui ne pensent pas comme moi, puisque effectivement le point de vue que je défends n'est pas le plus orthodoxe quand on regarde aujourd'hui ce qui se publie sur ces sujets, mais je suis forcé de constater que malheureusement on ne répond pas beaucoup, en tout cas, aux arguments que j'avance. Ce qui ne veut pas dire que je prétends avoir toutes les réponses, absolument pas. J'ai d'ailleurs beaucoup évolué sur certains aspects. Je suis peut-être plus alarmiste que je ne l'étais après avoir écrit ce livre sur l'état des lieux sur le plan climatique, par exemple. Et c'est vrai que je n'ai jamais été contredit pour l'instant, en tout cas, sur le fond, à savoir l'idée que les sociétés qui ne renoncent pas au productivisme sont les mieux armées pour s'adapter et pour décarboner, et que le découplage est tout à fait possible. Et d'ailleurs, les données nous le montrent, c'est-à-dire que les pays comme la France, les pays comme la Suède montrent effectivement que ce découplage-là est possible. Mais dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure, les courants auxquels nous faisons face formulent des objections qui relèvent beaucoup plus de la morale en réalité qu'une objection véritablement fonctionnelle et économique et écologique. C'est difficile d'avoir un débat, parce que le problème, c'est que nous n'avons plus les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Je veux dire, quelque part, quand on était au temps de la guerre froide, c'était beaucoup plus facile. Les marxistes et les libéraux étaient d'accord pour dire que le but du jeu, c'était de la prospérité, créer de la croissance. On divergeait sur les moyens, mais on était d'accord sur les fins. Là, la difficulté, c'est qu'on n'est même plus d'accord sur les fins. Et donc, comment s'accorder sur les moyens si on n'est même plus d'accord sur les fins, puisque la question aujourd'hui qui clive, c'est est-ce qu'on est encore en droit de rechercher la prospérité? Est-ce qu'on est pour la croissance économique, la croissance démographique, on pourrait aussi en parler, de voir comment aujourd'hui, effectivement, vous avez tout un courant qui nous explique qu'il faut plus faire d'enfants pour sauver la planète, ce qui est évidemment complètement faux. Au contraire, aujourd'hui, si vous avez une limite à la transition écologique, c'est le manque de main-d'œuvre. Quand vous interrogez tous les industriels qui travaillent dans les industries les plus stratégiques en matière de transition écologique, ils vous disent tous on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour décarboner. Et donc c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que la ressource qui nous manque finalement, c'est la ressource humaine, et c'est la plus difficile effectivement à cultiver quand on a une natalité en berne. Ensuite, on m'a posé une question sur Julien Rochdy. Alors, Julien Rochdy, alors c'est marrant que vous me posiez cette question, parce qu'il m'a taclé il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux. Je parlais de la crise agricole justement, et j'étais sur LCI, et j'avançais l'idée que l'un des problèmes de notre agriculture, c'est qu'elle n'est pas assez compétitive, et parce que nos agriculteurs sont trop nombreux et trop petits. C'est-à-dire qu'on a, quand on compare la taille de nos exploitations agricoles par rapport à nos voisins européens, et je parle même pas des fermes-usines outre-Atlantique, on a une agriculture qui est trop petite, mais qui est aussi le fruit d'une vision de la petite exploitation familiale qu'on a défendue aussi, enfin une vision très très franco-française. Et ce que Julien Rochdy m'a répondu, c'est que il m'accusait de vouloir perpétuer un productivisme qui sert à nourrir les Africains. Vous voyez. Donc, il reprochait finalement à cette vision-là de nourrir une population que lui jugeait indésirable. Ça se dit tout finalement de la qualité de cette argumentation, puisque lui estime en effet que
on est trop nombreux sur cette terre et qu'il faut pas chercher à produire davantage de La famine en Afrique, quoi. et qu'une bonne famine en Afrique, à mon avis, ne ferait pas de mal pour ce personnage-là. Donc voilà pour ce qui est de ma réponse, mais du reste, il reprend finalement les arguments des croissants assez classiques en disant voilà, il faut arrêter avec le productivisme qui détruit la planète. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que le productivisme, certes, est arrivé avec un certain nombre d'inconvénients, mais que le productivisme a permis aussi de lutter contre des fléaux environnementaux qui étaient bien plus ravageurs avant la révolution industrielle, et en ce sens, la balance coût-bénéfice est quand même favorable à la civilisation industrielle. On m'a ensuite parlé de la fin de la diminution de la population agricole. Alors c'est vrai que la population agricole, elle diminue, mais elle diminue partout. Elle diminue en Afrique, elle diminue aux États-Unis, elle diminue en Amérique du Nord, pour une raison très simple, c'est que nous avons des gains de productivité qui s'accumulent depuis 2 siècles de révolution industrielle, et nous avons besoin de moins en moins de bras pour produire de la nourriture. Et je crois que c'est un mouvement qui est positif. Vous savez, quand vous lisez les témoignages des paysans du 19e et du 20e siècle, il faut se souvenir que si on a cet exode rural qui commence avec la révolution industrielle en France, et plutôt à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on a véritablement une accélération de l'exode rural. C'est à la fois parce que les machines remplaçaient les êtres humains, mais aussi parce que la ville offrait aux yeux des populations rurales des conditions d'existence bien meilleures. Vous savez, cette usine qui a été très décriée dans la littérature socialiste comme étant une usine complètement aliénante, complètement où prévalait l'exploitation, songez que c'est cette usine-là qui attirait les travailleurs ruraux qui n'étaient tout simplement plus, qui ne supportaient pas les conditions de vie qu'imposait effectivement la société pré-industrielle dans la ruralité. Et je crois donc que l'accélération de l'exode rural, qu'on regarde aujourd'hui avec une espèce de ton un petit peu nostalgique, mais ça a toujours été comme ça. Le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on fantasme. C'est-à-dire que le retour à la Terre est un fantasme qui augmente à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on en ignore tout. C'est-à-dire que moins on côtoie la Terre, plus on fantasme cet idéal un petit peu agrarien. Mais si aujourd'hui vous avez un exode rural, c'est que précisément ces conditions d'existence ne sont pas satisfaisantes pour la plupart des individus. Et donc, le fait que les machines remplacent les êtres humains dans les champs, ça permet aussi de libérer de la main-d'œuvre pour assouvir d'autres besoins qui seraient beaucoup plus difficiles à assouvir si cette main-d'œuvre était retenue dans les champs. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamental, par exemple, dans les sociétés en voie de développement et dans les pays émergents. En Afrique, vous avez 40% de la population qui est encore agricole. C'est un vrai souci parce que c'est 40% de gens qui sont dans les champs, ce sont des bras qui ne vont pas alimenter l'industrie, le service, et ça maintient tout un tas de pays dans le sous-développement. Donc, je ne crois pas qu'il faille se désoler de la réduction de la population agricole. Ça ne veut pas dire que la production agricole diminue. Elle n'a cessé d'augmenter en France et dans les pays européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les politiques de modernisation, de remembrement. Donc, la productivité agricole n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Alors, il est vrai que ça s'est pas toujours fait dans le respect de l'environnement et qu'aujourd'hui on revient sur un certain nombre de pratiques, mais c'est aussi le rôle du progrès scientifique que de trouver des intrants, des méthodes qui sauvegardent à la fois les impératifs de productivité, mais qui soient aussi plus respectueux de l'environnement. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité entre ces deux impératifs, parce que. Et pour les OGM. Oui, c'est un exemple intéressant. La question des OGM, c'est en effet un exemple qui montre que vous avez une innovation qui peut permettre donc de décupler les rendements tout en économisant les intrants, les ressources en eau, les pesticides. Et là encore, en France et en Europe, on s'est refusé à les utiliser au nom d'arguments sanitaires et sécuritaires complètement fallacieux, mais qui dissimulaient là encore une espèce d'appréhension quasi religieuse, c'est-à-dire que le fait de trifouiller l'ADN des plantes est perçu comme une espèce de crime de lèse Gaïa, alors même que les OGM, fondamentalement,
c'est quelque chose qui existe spontanément dans la nature. C'est-à-dire que les êtres humains n'ont pas inventé les transferts horizontaux de gènes entre espèces non parentes. Ça existe spontanément dans la nature. La seule chose que l'on fait, nous, êtres humains, c'est de domestiquer un processus qui existe déjà dans la nature. Et ce processus, effectivement, on le met en œuvre pour assouvir des besoins humains. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que l'opposition technique-nature est une opposition qui est fallacieuse. C'est ce que disait déjà David Hume. L'homme n'a pas le pouvoir de révoquer les lois de la physique, de la chimie, de la biologie. On ne fait qu'utiliser ces lois à notre profit, et c'est pour ça que Francis Bacon disait que on triomphe de la nature qu'en lui obéissant. Ensuite, est-ce que j'avais d'autres questions? Je crois que j'ai répondu à... Bon, vous avez répondu à toutes les questions. Merci beaucoup.